Retrait de chapeau, stop ou encore? Pour en débattre, Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique, et Thomas Thévenoud, député PS de Saône-et-Loire. Ils ne sont pas d'accord du tout. Troisième temps, Frédéric Mitterrand pour son ouvrage La récréation. Politique, présenté par Serge Moiti. Aujourd'hui à 9h30. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, présente État de santé. Bonjour à tous. Le pétard, le joint, bref, le cannabis est-il inoffensif? Eh bien, pas du tout. Et pourtant, depuis les années 90, la consommation s'est considérablement banalisée. Alors regardez ce graphique, la consommation du cannabis a doublé en 20 ans. Et les jeunes Français sont devenus les plus gros consommateurs en Europe. Et quand on interroge les 15-16 ans, un quart d'entre eux avouent avoir fumé au moins une fois le mois précédent. Avec cette surconsommation française, la prise en charge de l'addiction au cannabis est devenue une priorité en termes de santé publique. La consommation de cannabis a des effets néfastes tout à fait identifiés. La somnolence, l'apathie, les problèmes de concentration, beaucoup plus graves. Il peut amener à des troubles psychiatriques comme la paranoïa ou la dépression. Et dans le même temps, le cannabis soigne. Oui, il peut servir de médicament pour soulager les effets de certaines maladies graves comme le sida, la myopathie, la sclérose en plaques et même certains types de cancers. Dans ces conditions, faut-il continuer à interdire le cannabis ou alors l'autoriser dans certains cas? Mais dans le même temps, comment prévenir la surconsommation chez les jeunes? De tout cela, on va parler dans un instant avec le professeur Benyamina. Amine Benyamina est professeur psychiatre addictologue, responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il est co-auteur de l'ouvrage Promis, demain, j'arrête aux éditions Michel Lafon. Il plaide pour un usage thérapeutique raisonné du cannabis, mais souligne ses effets délétères, particulièrement chez les jeunes. Bonjour, docteur Benyamina. Bonjour. On n'est pas très loin de votre cabinet où vous recevez des addicts, j'allais dire en tout genre, dont des addicts au cannabis, surtout des jeunes ou des adultes? Surtout des jeunes adultes. Des garçons? Des garçons, mais les filles sont souvent aussi reçues chez nous, presque autant que les garçons depuis peu. On va en parler dans quelques instants plus précisément. Mais d'abord, c'est vrai que le cannabis, c'est ce qu'on appelle une drogue douce parce que c'est une drogue qui ne tue pas. C'est vrai. Elle ne tue pas. C'est une drogue qui ne tue pas, mais elle n'est pas douce pour autant. C'est une drogue qui ne tue pas, mais qui peut entraîner des dépendances et des problématiques qu'il faut savoir définir, circonscrire, et pour lesquelles il y a un certain nombre de connaissances qui sont validées depuis quelques années. Mais évidemment, compte tenu de cette définition qu'on vient de donner, elle est moins dangereuse. Elle paraît beaucoup moins toxique que les autres, et elle est moins toxique. Elle est moins toxique si vous la comparez, par exemple, à l'alcool, dont on sait qu'il est responsable de 45 000 morts par an en France, par rapport au tabac, qui est responsable de 60 000 morts. Et ce qui est assez étonnant, ce sont deux produits illicites. Évidemment, la nocivité du cannabis, elle est dans un domaine différent et qui mérite d'être signalée, notamment dans une population particulière que sont les jeunes. Et si on en doutait, je vous propose tout de suite qu'on aille à la rencontre d'un jeune garçon, justement, qui s'appelle Johan et qui, lui, a sombré dans une consommation, j'allais dire frénétique, en tout cas excessive de cannabis. Il a été traité. Mais d'abord, regardez ce reportage de Guillaume Clerc. Tu peux mettre du son? Ils sont à peine majeurs, 17 ou 18 ans, et tous les week-ends, c'est comme cela. La fête, l'alcool et surtout le joint. Ça détend, ça apaise. En fin de journée, ça fait bien. Faire du bien, rien n'est moins sûr. Surtout à cause du THC qu'il contient. La preuve en image. Voici une souris. Voici de l'eau qu'elle déteste et une plateforme pour s'en extraire. Sans THC, la souris sort de l'eau en quelques secondes.
Sous influence du THC, c'est à l'évidence moins direct. Le THC contenu dans le cannabis provoque une perte de repères, d'où l'impression de planer. Un joint de temps en temps, bah, je pense que c'est... Non, c'est... ça peut pas faire de mal. Non. Pas si sûr. Notamment chez les jeunes. Exemple, Johan. Il a fumé son premier joint à l'âge de 9 ans. Une manière d'échapper à son quotidien. Un père absent, parfois violent, le cannabis lui permet alors d'oublier. Quand je fumais, j'étais bien. Je pensais plus à mes complexes, à ma vie, tout ça. Donc ouais, pour moi, c'était une libération de tout ça, quoi. Et du coup, j'ai pris goût et je suis devenu addict à ça. Et voilà. Puis, peu à peu, l'habitude s'installe. Dès le matin, il enchaîne les joints. Jusqu'à 20 par jour. J'étais en train de foutre ma vie en l'air. J'étais vraiment en train de foutre ma vie en l'air. Je voulais plus travailler, je voulais plus... Ouais, il n'y a plus de goût à la vie, quoi, dans ce cas-là. Et ouais, c'est merdique. Un engrenage qui l'amène à devenir violent, notamment avec Laura, sa copine. On revenait de boîte et j'avais bu et j'avais fumé ce soir-là. Et voilà, c'est parti d'une bêtise et pour en finir en soirée drame, quoi. Ouais, ça m'a fait prendre conscience ouais, vraiment qu'il fallait que j'arrête le cannabis, quoi. 6 années de consommation intensive. À la maison, personne ne s'en est aperçu, pas même sa mère. Elle n'avait jamais pris conscience de l'addiction de son fils. Je fumais dès mon lever, bah, c'est sûr. Donc tu parlais pas à un mur, mais à quelqu'un entre guillemets inerte, quoi. Ouais. Un légume. Genre le truc, il t'entend, mais il est là sans réaction, ce qui est sous THC, c'est ça. Il fallait vraiment qu'ils soient en détresse pour en arriver là. C'est une addiction terrible, comme toutes les addictions, et que j'avais bien assez déjà d'avoir eu ma mère qui était alcoolique et qui était morte de ça. Et j'ai eu peur pour mon fils. Je me suis dit, l'histoire se répète, mais cette fois c'est mon fils, quoi. Et là, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis coupable. C'est moi qui n'ai rien vu, c'est moi qui n'ai pas su l'aider. C'est la terre, la terre qui vous glisse sous les pieds, quoi. Alors elle a décidé d'agir, comme pour empêcher que son histoire ne se répète. Rapidement, ici, à l'hôpital Paul Brousse, elle obtient un rendez-vous pour son fils. Dans ce service d'addictologie, une consultation pour les jeunes a été lancée il y a 2 ans. Les consommations? La consommation, ouais, il y en a eu un tout petit, mais léger. Et du coup, voilà, stop. Récemment? Non, il y a 3 semaines. Car arrêter le cannabis n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Même après 1 année de sevrage, Johan a du mal à s'en détacher complètement. C'est très dur pour s'en passer en tout cas. Ça, des insomnies, des crises de tremblement, c'est très dur. Car Johan a commencé tôt. Il a grandi avec le cannabis. Et pour le médecin, il est d'autant plus vulnérable. La précocité, en tout cas de la consommation, est un facteur de gravité. En particulier sur le plan cognitif, il y a un certain nombre de pistes qui montrent quand même que plus on commence tôt et plus les conséquences sont sévères, puisque le cerveau il arrive à maturation à 20-25 ans. Et c'est d'autant plus grave qu'on en consomme de plus en plus jeune. Exemple avec ces 4e. Pour eux, il est très facile de se procurer du cannabis. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Ah oui, c'est facile. C'est très facile. Parce qu'il y a tout bien. Maintenant, il y a presque tout le monde qui en consomme. Et effectivement, une étude du ministère estime que 1/4 des 3e a déjà fumé du cannabis. Voilà pourquoi la police se mobilise, et ce, dès le collège, favorisant la prévention plus que la répression. Auprès de qui? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du THC? Le tétrahydrocannabinol. C'est cette molécule qui se fixe sur le cerveau. Attention, danger, parce qu'aujourd'hui, la résine et surtout l'herbe, elle est fortement titrée. Et si c'est une première fois, il peut y avoir une grave conséquence pour vous. Votre cerveau, il peut avoir des séquelles. Vous allez avoir des bouffées d'angoisse, des anxiétés, des choses complètement inconnues. Et vous ne savez plus les gérer. En France, fumer du cannabis, c'est banalisé. Pour ces jeunes, c'est presque aussi anodin que d'allumer une cigarette, oubliant que derrière le plaisir, les conséquences sur la santé sont réelles.
Docteur Benyamina, c'est très impressionnant ce reportage avec ce jeune Johan, donc, que vos services connaissent bien par définition. D'abord, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il a raconté qu'il fumait dès le matin. C'est-à-dire qu'il sort du lit et il prenait un joint. Ça, c'est un indice qui montre qu'incontestablement, on est accro au-delà de ce qui est supportable pour un organisme. Quand on fume dès le matin. La consommation matinale, quel que soit le produit, est un signe qui est très en faveur d'une addiction et d'une dépendance à un produit. Plus encore lorsqu'il s'agit du cannabis. Et le fait de prendre ce produit le matin montre qu'il y a des signes de manque et ce sevrage est intervenu durant la nuit. Et donc le produit s'est éliminé pendant le sommeil. Et la prise du matin est une prise qui est assez symptomatique d'une dépendance, y compris physique, liée à ce produit. Pareil pour le tabac. Hein. Et par exemple, absolument, mais par exemple, pour les parents qui ne verraient pas leurs enfants tous les matins, donc qui ne pourraient pas le constater, quels sont les autres signes qui doivent les mettre en alerte ? Alors les signes qui mettent en alerte lorsqu'on parle de jeunes, c'est-à-dire de jeunes qui vont au lycée, qui vont au collège, c'est d'abord et avant tout les problèmes de concentration et de mémoire et d'attention, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, hein, pour faire un peu savant. Et ces problèmes s'expriment tout de suite et assez vite et de manière précoce dans le milieu scolaire. C'est la raison pour laquelle il est important de former le corps pédagogique enseignant au repérage de ces signaux-là. En tout cas, cette mère, c'était très touchant, ce moment où elle parle à son fils, parce qu'on sent un désarroi immense. Donc c'est vrai que c'est important de savoir comment on peut prévenir la consommation excessive. Une fois qu'elle est détectée, on peut aller chez vous, par exemple, dans les services d'addictologie. Qu'est-ce que c'est une cure de désintox de cannabis ? Ça se passe comment ? On ne parle plus de désintoxication parce qu'on parle plutôt de cure de sevrage. Alors, la cure de sevrage, c'est le moment qui, à la limite, est le moment au cours duquel on a fait mal de le reste. On hospitalise un consommateur de cannabis lorsqu'on n'a pas réussi à l'aider, à diminuer ou bien à gérer sa consommation et même à l'arrêter en ambulatoire. D'accord. D'abord, on lui demande de s'autodiscipliner, alors, hein, avec des rendez-vous réguliers avec le psychiatre ou l'addictologue. Alors, il s'autodiscipline d'abord. Il commence par s'observer, parce que souvent, on surestime notre consommation, ce qui est assez rare, ou on sous-estime ce qui est plus fréquent. On demande aux jeunes de noter les consommations de cannabis, à quel moment ils consomment, et quelles sont les sensations qu'ils ont avant et après la consommation. Ils ne s'en rendent pas compte souvent, non ? Ils ne se rendent pas compte, mais on est tous pareils. Hein. Lorsque vous voulez faire un régime parce que vous voulez mettre le maillot au mois de mai, au mois de juin, on ne se rend pas compte de la frites qu'on a avalées tout à fait, dans la journée, oui. De frites et tout ce que l'on mange entre les repas. Et donc ils se rendent compte et il y a déjà une prise de conscience et qui fait que ah mince, je ne me connaissais pas comme ça. C'est ce qu'on appelle le monitorage des consommations. L'auto-évaluation. L'auto-évaluation. À partir de là, on commence à construire une relation de soins de confiance. Et on arrive à motiver sur un possible changement, mais tout ça se fait de manière harmonieuse avec le jeune en face de soi. Ça a l'air d'être facile ? C'est très difficile. Lorsqu'on est dans une posture d'expert, qui est souvent le cas des médecins, on bloque toute possibilité aux jeunes qui sont face à nous, de venir nous exprimer ces problématiques. Et donc ça nous demande de changer de paradigme, de changer de modèle. Et c'est tout ça qui amène probablement les jeunes à se poser des questions et à éviter de les hospitaliser et peut-être avancer avec eux dans un bon sens. On parle bien de jeunes qui consomment tout le temps. Hein. Ce n'est pas le cannabis du samedi soir. Là, hein. Quand ils viennent chez vous, c'est qu'ils sont accros. Tout à fait. Mais vous savez que lorsque vous consommez tous les samedis soirs du cannabis, vous êtes aussi accro. Mais vous êtes accro rituel. La toxicité d'une drogue, a fortiori le cannabis, n'est pas juste le fait du produit lui-même. On a tendance à dire, et ce qui est vrai depuis quelques années, c'est la rencontre entre le produit, c'est-à-dire le cannabis, la personne qui le consomme et toute son histoire, son background, comme disent les anglo-saxons, sa biographie, ses relations avec ses parents, son caractère, sa génétique. Si vous êtes dans un milieu difficile, où vous avez du mal à joindre les deux bouts, des parents eux-mêmes issus d'un milieu difficile, vous êtes plus vulnérable au produit et vous avez plus tendance à sentir les dommages du produit. Alors on parle de toxicité, on parle d'effets néfastes. On va aborder un aspect plus sulfureux du débat sur le cannabis aujourd'hui, c'est le pétard, si je puis dire, le cannabis qui soigne. Parce que oui, pour certains médecins, effectivement, pour certains patients, pardon, mais pour certains médecins aussi d'ailleurs, eh bien ça peut être un produit qui guérit, en tout cas qui permet d'aller mieux. Je vous propose de regarder ce reportage, à tout de suite. Le cannabis, une drogue illicite en France, mais également un médicament, et ça, c'est beaucoup moins connu. Cette étude d'un journal anglais de psychiatrie est formelle.
le cannabis a des vertus thérapeutiques. Selon elle, c'est un antivomitif et un antidouleur efficace, surtout dans les cas de sida, certains cancers et certaines pathologies neurologiques. Dominique, par exemple, souffre de myopathie, et ce depuis l'âge de 12 ans. Ce classeur, c'est son dossier médical. 28 années entre hôpitaux et cabinets, des centaines d'ordonnances et des milliers de médicaments prescrits. Limite une brouette pour les prendre. Des pommades pour tout ce qui est musculaire. Des antidouleurs. Problème pour les reins. Problème pour le cœur. Antidouleur. 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 Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il prend du cannabis. Et pour se soigner, voici sa recette. Son cannabis, il l'infuse. Avec un peu de lait. Et visiblement, ça marche. Avant, environ, je tournais à peu près à 40 cachets par jour. Actuellement, je tourne à 5 cachets par mois. Je constate une chose, c'est que quand je prenais 40 cachets par jour, je n'étais pas une personne, on va dire, humaine. On pourrait presque comparer à un zombie par rapport aux effets de tous les cachets. Et le fait que j'ai arrêté tout ceci par rapport aux années et que je tourne qu'au cannabis, je me sens plus un zombie, je me sens une personne bien, simple, avec de bonnes qualités physiques, où que je peux marcher, je peux me balader, et sans trop de douleur. Seul problème, pour le cannabis, il n'a pas d'ordonnance. Alors une seule solution, le cultiver, illégalement, chez lui. Seulement voilà, un jour, la police l'a découvert, et les ennuis ont alors commencé. Et son traitement l'a mené directement au tribunal. Verdict, 300 € d'amende pour usage de stupéfiants. Je suis un malade, je ne suis pas un teuf, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un délinquant, je suis juste une personne malade. Alors maintenant, si le malade n'a plus le droit de se défendre, nous allons faire quoi? On n'a plus le droit de trouver nos propres traitements, en sachant qu'il n'y a aucun traitement qui fonctionne. Mais il existe une autre solution. À Strasbourg, ce médecin prescrit du cannabis. Plutôt étonnant car, a priori, c'est interdit en France. Sauf que... Dans le Code de la santé publique, il est marqué que nous sommes, nous, les professionnels, les autorités sanitaires et tout organisme de sécurité sociale, mutuelle, etc., doivent garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que quand on connaît, quand il existe des médicaments ou des soins qui peuvent aider les patients à lutter contre leur maladie, à aller mieux, à se sentir mieux pendant le temps de leurs soins, il faut pouvoir les utiliser. Ah, bonjour Bertrand. Salut. Ça va? Et c'est le cas de Bertrand. Il est séropositif et ses traitements sont très lourds. S'il les supporte, c'est grâce au cannabis. Je pense que si Bertrand n'usait pas de cannabis, il ne serait plus là. Il serait juste plus là, quoi. Il serait débordé par ses problèmes de santé, il n'aurait plus la force de s'y attaquer. Les médicaments auraient tellement d'effets indésirables qu'il ne pourrait plus les prendre. Ça fait longtemps qu'il ne serait plus là. Le médecin lui prescrit du Bedrocan, du cannabis médical. Une ordonnance difficile à obtenir et d'une certaine manière, Bertrand a de la chance. On a un groupe de plus de 3000 membres sur Internet. Ce qu'on a comme retour de ce groupe-là, par exemple, tous les patients qu'on en parlait avec leur médecin, pour l'instant, se heurtent à un refus de prescription presque général, quoi. Ils sont très rares, les médecins aujourd'hui, qui vont accepter de prescrire des cannabinoïdes ou du cannabis à leurs patients. Et pour cause, faire cette prescription, c'est risqué, surtout en cas de pépin, car la responsabilité du médecin sera alors engagée. Bon, bah écoute, c'est bon. Ça va? Tiens. Cependant, pour Bertrand, le parcours du combattant ne fait que commencer. En France, sa prescription ne sert à rien, les officines ne vendent pas de cannabis. Seule solution, prendre la route. Direction la Hollande. Là-bas, il pourra s'en procurer en toute légalité. Un ami accepte de l'emmener. C'est 10 heures de route pour aller chercher un médicament dans une pharmacie. Pas de l'herbe dans un coffee shop, un médicament dans une pharmacie. C'est absurde. 500 km plus tard, arrivé à Maasbracht, à la frontière des Pays-Bas. Là, tu avances encore, la pharmacie elle va être sur la droite à 300 mètres.
Son ordonnance n'est valable qu'ici, dans cette officine. Nous l'attendons à la sortie. Il a bien obtenu les 45 grammes de cannabis prescrits. Ça, c'est Bedrocan, c'est une variété de cannabis pour les malades, quoi. Pour lui, c'est un médicament, mais évidemment pas pour les douanes. Le cannabis, même médical, demeure un stupéfiant. Et parfois, ça coince. Non, le pire, c'est quand on s'est fait arrêter avec Ludo, avec les douanes allemandes, là. Et qu'on a passé presque 10 heures sur le parking. Nous, on est arrivés, on avait 90 grammes chacun. Mais bon, comme on avait des factures de pharmacie et les copies d'ordonnance, ils ont appelé un procureur qui leur a dit de nous laisser passer. Une chance, les Français les auraient arrêtés. 180 grammes de cannabis, c'est la prison assurée. Ça m'a permis de reprendre les traitements, ça m'a permis d'aller mieux. C'est pour ça que je marche encore debout aujourd'hui. Donc, bien sûr, je l'ai vu, les faits, je le vois même tous les jours. Donc voilà, je vais pas me priver de ces traitements parce que le cannabis c'est interdit en France. Mais ça bouge. Cet été, le décret du 7 juin dernier a changé un peu la donne, en ouvrant la voie au cannabis médical. Il devrait permettre la mise sur le marché français des médicaments contenant du cannabis courant 2014. Mais attention, seul le Sativex sera autorisé, et son accès sera très restreint pour la sclérose en plaques et rien d'autre. Bertrand et Dominique, eux, n'y auront donc pas droit, et pour se soigner, ils n'auront d'autre choix que de rester dans l'illégalité. Docteur Benyamina, aucun traitement à base de cannabis n'est autorisé à ce jour en France. Aucun. La France est le seul, si ce n'est l'un des rares pays dans l'espace européen à n'avoir pas un protocole d'expérimentation du cannabis thérapeutique. C'est-à-dire notre patient dans le reportage de Guillaume Clerc qui va aux Pays-Bas pour acheter son médicament, vous voudriez que dans nos pharmacies, on vende effectivement des traitements à base de cannabis. Je suis pour ma part favorable. Hein. Je pense que ça ne souffre plus de débat, évidemment pour d'autres aspects. Alors pourquoi ça bloque ? Je pense que la France est un pays dans lequel la question du cannabis a toujours été une question passionnelle et même politique. Je vais prendre un exemple que j'ai l'habitude de prendre, un exemple trivial. Si on avait une position politique liée à tout ce qui était dans la pharmacopée, nous n'aurions ni anesthésique, ni antalgique, ni benzodiazépinique. Ce sont 3 produits, 3 familles de médicaments qui ont pour origine des drogues. L'héroïne avec les opiacés, la cocaïne, les anesthésiques, les benzodiazépines avec les sédatifs. Donc c'est absolument illusoire. Mais il s'avère que pour le cannabis, ça fixe des patients et ça fixe des idéologies et qui sont probablement dommageables pour ceux qui peuvent en bénéficier. Donc vous dites à nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques, ayez un peu d'audace, levez le tabou pour faire en sorte que la médecine puisse en profiter en France. Tout à fait, absolument. Alors il y en a qui sont convaincus de cela et qui plaident pour la dépénalisation, au premier rang desquels Daniel Vaillant, député socialiste de Paris. Et on est allé l'interroger pour lui demander, ce qu'on lui demande rarement d'ailleurs, qu'est-ce que ça pourrait même produire la dépénalisation du cannabis en France comme bienfait pour la santé? Il répond, regardez. De consommer moins et de consommer mieux. Et de ne pas aller chercher le cannabis auprès de trafiquants, de crapules qui utilisent la faiblesse ou la jeunesse à des fins mercantiles. Voilà pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux acquérir ce fameux cannabis dans un bureau de tabac avec une licence particulière pour les adultes et consommer avec modération, avec tout ce qui concerne le comportement à risque, comme pour l'alcool. On ne peut pas conduire et fumer du cannabis ou consommer du cannabis. Voilà donc un partisan, Daniel Vaillant, de cette autorisation de la vente de cannabis pour plusieurs raisons, dont la santé. Est-ce que vous en prescririez? Moi, je suis dans une position un peu particulière. Je ne suis pas médecin, ni neurologue, ni médecin de la douleur. Je sais qu'il y a des confrères qui le prescrivent. Oui. On a une estimation d'ailleurs Aucune idée. Aucune idée. Je serais pas preneur. Quelque chose qui est mesuré. Je serais preneur. Ouais. Je sais qu'un certain nombre le prescrivent, notamment les frontaliers, pas étonnant. Et je sais que
pour certains patients pour lesquels ça a été vraiment bénéfique. Mais est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie à votre avis? Est-ce que la communauté médicale est assez convaincue dans son ensemble que maintenant, voilà, il faut arrêter avec vous le disiez, ces blocages culturels, idéologiques? Elle est partagée. Alors, je vais paraître un peu prétentieux, mais ceux qui sont contre probablement restent victimes, et dommage, du discours un peu idéologique, et que la plupart des collègues avec lesquels on échange, avec des références qui sont indiscutables, ils arrivent à comprendre la posture de ceux qui sont plutôt partisans pour ce type d'approche. Entendons-nous bien, nous avons vu en début d'émission les effets délétères du cannabis. J'allais vous dire, comment est-ce qu'on peut autoriser pour traiter l'usage du cannabis alors que ça explose chez les jeunes? Ce n'est pas le même produit, le cannabis thérapeutique. Dans le cannabis, il y a plusieurs composants. Celui qui est responsable des effets délétères s'appelle tétrahydrocannabinol. Mais il n'y a pas que ça dans le cannabis. Il y a d'autres cannabinoïdes, comme par exemple le cannabidiol. J'arrête là. Ce cannabidiol a un effet protecteur. Il va contrebalancer les effets du tétrahydrocannabinol. Et ce qu'on appelle le cannabis thérapeutique, c'est une dose de cannabidiol et une dose de THC. Alors que nos jeunes, lorsqu'ils vont mal, consomment 10 doses de THC pour une dose de cannabidiol. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc un peu de travail, beaucoup de travail de pédagogie. Facile à faire, mais faut-il encore avoir le courage et la volonté politique pour ouvrir le débat? Oui. Mais vous savez, comme vous l'avez dit, c'est très passionnel comme sujet. Et est-ce que les esprits sont mûrs? En tout cas, vous dites que ça progresse bien dans la communauté médicale, qui n'est plus hostile à cette idée-là. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci, docteur Benyamina. Je voulais signaler votre livre « Promis, demain, j'arrête », qui a été écrit avec Marie-Pierre Samitier, une consoeur de France 2. Il y a l'inventaire complet de toutes les addictions, avec évidemment les meilleurs moyens d'arrêter de se sevrer. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'État de santé. Au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, vous ont présenté État de santé. Politique, présenté par Serge Moiti. C'est dans un instant.